a méprisé le scrutin, les résultats du vote en 2005, après le référendum. On convoque aujourd'hui aux urnes dans le cadre des élections au Parlement européen le 9 juin. Est-ce que voter sert encore à quelque chose dans l'Union européenne? Voter, y compris quand on n'est pas sûr que ses propres idées gagnent, est toujours fondamental parce que sinon, c'est laisser les autres voter. Et j'entends qu'il y a quelque chose qui marche un peu sur la tête dans l'offre politique aujourd'hui, c'est qu'il n'y a quasiment plus de partis qui proposent de contester l'Union européenne. Donc je comprends qu'on a le choix entre plus d'Europe ou plus d'Europe. Bon, moi je dis tout de même qu'il est important de lire entre les lignes, et les citoyens sont assez grands pour faire leur choix tout seuls. Il y a tout de même des partis qui ont un peu de distance critique, même si ils ne peuvent pas en dire plus. Donc c'est très important d'envoyer des gens qui vont surveiller ce qui se fait sur le dos des peuples au Parlement européen, quand bien même ce Parlement ne serait pas un Parlement. Il faut rappeler que le Parlement, non seulement le choix est un choix très limité, puisque tous les partis sont pro-européens maintenant, et c'est ce qu'on montre dans le livre, mais en plus, le Parlement européen, et vous retrouverez ça également dans On marche sur la tête, le Parlement européen est un simulacre de Parlement. Alors le problème, c'est que sur la question européenne et sur les élections européennes, c'est que si on prend à mon avis, si on généralise le propos, si on essaie de comprendre l'ensemble, ça veut dire que les élections présidentielles sont quasiment truquées puisqu'on a deux partis quasiment programmés pour être au second tour. On a des élections intermédiaires qui ne servent plus à grand chose et on a des élections européennes qui aujourd'hui, la question se pose, ne servent pas à grand chose non plus. Donc la question, c'est de savoir finalement pourquoi se déplacer le 9 mai pour aller voter pour une énième élection qui propose un résultat qui n'intéresse absolument personne. Là-dessus, je pense qu'effectivement, le fait d'aller voter en soi est important puisque depuis 2005 et le référendum, on a compris que globalement, il est rare qu'un vote soit pris en compte puisqu'on peut l'annuler presque comme on l'a fait avec le référendum de 2005. Il n'empêche que vu que le droit de vote se rétrécit et vu qu'il y a de moins en moins intérêt d'aller voter, si en plus on ne se déplace pas, à la limite, j'ai envie de dire c'est peut-être un rituel en déshérence, mais il faut peut-être que le rituel vive encore un peu. Donc autant aller voter. Même si pour ma part, j'estime que voter aux européennes n'offre franchement pas beaucoup de conséquences concrètes et de modifications pour la vie des Français. Oui, de toute façon, il est bien évident que les Français ont compris aussi que l'offre politique, les partis politiques tels qu'ils se présentent à vous dans le débat national ne sont pas du tout les partis politiques que vous retrouvez au Parlement européen. Vous pensez voter pour LR, c'est-à-dire contre Mme von der Leyen, et en fait, vous vous retrouvez à voter pour le PPE, c'est-à-dire le parti de Mme von der Leyen. Prenons l'exemple de Reconquête. Reconquête explique que le Rassemblement national est un parti maintenant trop à gauche pour eux, mais en réalité, ils vont ostraciser avec leurs alliés de Giorgia Meloni dans un groupe parlementaire européen, ils vont ostraciser les élus du Rassemblement national parce qu'ils sont trop d'extrême droite au Parlement européen. Et le Rassemblement national, on pourrait dire la même chose, ils sont dédiabolisés sur la scène nationale, mais ils vont se retrouver avec des gens parfois un peu bizarres au sein du Parlement européen. Donc on voit qu'il y a une vie démocratique nationale et il y a une vie parlementaire européenne qui est absolument déconnectée. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de peuple européen et donc il ne peut pas y avoir par construction de démocratie européenne et donc le Parlement européen est un simulacre de Parlement. Tous les 5 ans, on nous demande de nous mobiliser pour l'élection présidentielle en France, qui est censée être la clé de voûte de nos institutions et qui décidera finalement de notre avenir. On nous mobilise avec ce discours. Mais tous les 5 ans aussi, on nous mobilise de nouveau avec un discours pour les élections européennes qui nous dit « Attention, en dehors de l'Europe, point de salut ». Finalement, messieurs, qu'est-ce que c'est que cette Union européenne? Est-elle vraiment notre ultime salut? En fait, l'Europe est devenue une obligation, une nécessité, en tout cas apparente, alors qu'on n'a aucune idée au fond de ce que c'est et de qui nous dirige et de qui appuie sur le bouton, en quelque sorte. En fait, l'Europe est une sorte de conglomérat très vaste et très lourd. J'ai tendance à penser qu'il s'agit ni plus ni moins d'une espèce d'ensemble d'immeubles éco-responsables, Luxembourg, en Belgique, à Strasbourg, etc. C'est tout ce qu'on a, c'est des ensembles immobiliers dans lesquels il y a des gens qui travaillent, qui sont d'un côté évidemment la Commission, de l'autre Parlement, et évidemment aussi à la Cour de justice de l'Union européenne, qui est le bras armé judiciaire de tout ça. Et en fait, il faut comprendre que, et c'est ça l'objet du livre, dont on marche sur la tête, c'est que les décisions qui sont prises en France sont prises par des gens dont, nous ne connaissons pas l'identité, la plupart du temps, c'est des gens abritent ces immeubles, que ce soit Ursula von der Leyen, que ce soit tel ou tel juge à la Cour de justice. Il y a évidemment des députés au Parlement européen, c'est le jeu des élections du 9 juin, bien que ces parlementaires sont
reste inconnu du grand public. En fait, on vote pour des listes dont on ne sait pas grand-chose. Et en réalité, cette armée donc de commissaires, de juges, de parlementaires sont assistés d'assistants parlementaires qui eux-mêmes ne sont pas très connus du grand public. Et tout ça alimente une machine. Alors, comment cette machine fonctionne-t-elle et surtout, quelle est l'influence de cette machine? C'est très simple. Et ça paraît, c'est tout l'objet, à mon avis, des débats actuels qu'il faut ouvrir de plus en plus. C'est que cette machine est une machine absurde qui fonctionne au mépris de la séparation des pouvoirs. Donc, la commission a tous les pouvoirs, les parlementaires ne servent à rien et les juges font énormément de choses dans le dos alors qu'on ne les connaît pas. Et sur le fond, ce sont eux qui appuient sur le bouton sans qu'on sache vraiment quelle est la procédure, quels sont les dispositifs, qu'est-ce qui pèse en France, alors même qu'en réalité, et c'est ça le résultat final, c'est que le président de la République, élu au suffrage universel, est devenu le garçon de course de la Commission européenne, qui elle-même agit en ayant comme bras armés les juges européens, qui eux-mêmes bénéficient de l'aide d'autres juges qui s'appellent les juges de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc cette gigantesque boutique appuie sur un bouton qui, au final, est mise en application par un fonctionnaire parmi les autres qui s'appelle le président de la République, tout simplement. C'est quelque chose de fou, c'est quelque chose d'absurde, et c'est le principe même de ce qu'on appelle marcher sur la tête. Alors, je vais répondre à qu'est-ce que l'Union européenne, et je fais une incise pour recoller, parce qu'il y a un point très important sur la première question. Je pense qu'évidemment, ces élections européennes, c'est pas là où le pouvoir va changer de main, puisque le pouvoir, il ne peut changer de main qu'en France, au moment de l'élection présidentielle, c'est bien évident. Donc ça peut être au mieux un moyen de prendre de l'élan ou de faire une démonstration de force. Et deuxièmement, il faut bien comprendre que quand on vote pour des députés européens, ils vont représenter au maximum la France. Tous les Français, le peuple français représentera au maximum 10% des représentants du Parlement européen. Et par ailleurs, je vous rappelle que la Commission européenne a pratiquement tous les pouvoirs, elle n'est élue par personne. Je vous rappelle encore que l'essentiel du pouvoir en Europe, c'est aussi le Conseil européen, où certes, nous avons des représentants élus du gouvernement, en tout cas démocratique, et de tous les pays, mais par contre, la France peut être mise en minorité, et elle est régulièrement mise en minorité. Là, on ferme cette partie-là. Donc, qu'est-ce que l'Union européenne? La question mérite évidemment d'être posée, parce que c'est une sorte d'ovni, en réalité, ou un OPNI, un objet politique non identifié. On ne sait pas trop ce que c'est, ça n'a jamais existé. Au départ, ça démarre comme une organisation internationale, un peu comme les Nations Unies ou l'Organisation de l'Aviation Universelle, qui va faire des droits de douane ensemble. Donc, c'est une série de traités de commerce avec une petite organisation internationale qui va se mettre à distribuer de l'argent aux agriculteurs. C'est la politique agricole commune. En fait, ce n'est que ça. Et en réalité, ça reste fondamentalement ça, sauf qu'en plus, il y a une aberration, une monstruosité qui est digne des baraques à monstres, hein, l'homme à trois têtes ou la femme à barbe. C'est une organisation internationale qui a généré une monnaie. On n'avait jamais vu dans l'histoire de monnaie sans État. Voilà, là, c'est très étrange. Il y a une organisation internationale qui monte un peu sur ses ergots, qui joue à l'État et qui s'est dotée d'une monnaie. Alors, c'est évidemment très étrange. Ensuite, c'est une question complexe parce que, encore une fois, c'est plus surprenant que ça peut paraître l'Union européenne. L'Union européenne, c'est aussi une origine allemande. Pas que allemande, mais il y a quelque chose qui est lié au traumatisme spécifique de l'Allemagne. Dans toutes les religions, vous savez, vous avez des rites purificateurs. On se purifie, notamment avec l'eau. Dans le judaïsme, par exemple, ce qu'on appelle la mikvé, le bain purificateur. L'Union européenne, on peut dire que c'est une mikvé, c'est une piscine purificatrice pour peuples ayant fauté. Ça explique très bien que des pays qui n'ont rien à se reprocher, comme la Suisse ou comme la Grande-Bretagne, n'en aient absolument rien à faire de cette espèce de lustre pour se laver des crimes de nos ancêtres. Par ailleurs, on voit bien comment, en France, la classe dirigeante d'un côté, les notables, qui ont quasiment tous collaboré au moment de Vichy, eh bien, sont très attachés à cette Union européenne. Et comment les gens qui sont plutôt populos, et d'ailleurs plus on descend dans l'échelle sociale et plus les gens ont participé activement à la résistance. Je rappelle que la résistance et l'armée française au début et à la fin de la guerre ont pratiquement autant de combattants tués face au Troisième Reich que les États-Unis. Bien évidemment, on essaie de nous laver le cerveau pour nous le faire oublier. Donc nous n'étions pas un pays de l'Axe, mais il a fallu aligner moralement la France sur l'Allemagne pour faire l'euro, par exemple, et pour faire avaler aux Français cette espèce d'étrangeté qu'est l'Union européenne. Autre explication de ce qu'est l'Europe fondamentalement, je pense que c'est la grenouille qui se fait plus grosse que le bœuf en réalité. Ce sont des pays qui veulent jouer aux États-Unis d'Amérique avec les pères fondateurs, avec toute une sorte de singerie des États-Unis. Et ce qui est fascinant, c'est que pour égaler les États-Unis, évidemment, et pour
réussir à faire un contrepoids à la puissance américaine, en réalité, on s'américanise vitesse grand V. Et troisième et dernier paradoxe peut-être, l'Union européenne, il faut bien comprendre que c'est aussi un fantasme de technocrates français, comme la France s'est faite à partir de légistes et de fonctionnaires qui ont unifié, notamment par le commerce. Enfin, on a éliminé les jurandes, on a éliminé les barrières d'octroi et on a unifié au plan juridique la France, et on a fait de la France un pays grâce à cette unification des règles et des règles commerciales. Nos énarques, dans un accès de génie, ont pensé qu'en quelques dizaines d'années, ils pouvaient faire la même chose que les légistes de l'Ancien Régime, c'est-à-dire en unifiant par le commerce, on allait sécréter un État. Ils ont juste oublié que ça a pris 10 siècles en France, et évidemment que ça a fait couler énormément de sang pour créer le Royaume de France, et que ce n'était pas du tout 3-4 énarques dans un bureau qui allaient, en unifiant les règles commerciales et les calibres des œufs, par exemple, ou la taille des poulaillers, qu'on allait créer un État. Et j'ajouterais sur qu'est-ce que l'Europe aujourd'hui, comment ça fonctionne dans cette montagne d'absurdité. 2024, 2023, 2024 a été le théâtre de crises successives, dont les agriculteurs ont été au centre du jeu. Et ce qui était intéressant là-dedans, et c'est à mon avis l'un des points de convergence de l'ensemble, c'est que l'Europe se vante depuis 70 ans d'avoir inventé ce que les experts appellent l'ordre juridique sui generis. Alors ça veut dire quoi? C'est un mot très simple et qui pourtant a l'air de faire très compliqué. C'est que l'Europe se targue d'avoir inventé un modèle unique en son genre. Unique. Unique en son genre comment? Avec un lexique qui ne vient de nulle part ailleurs. Lexique dans lequel on parle, et les agriculteurs en parlaient à juste titre, dans lequel on parle règlement, dans lequel on parle directive, dans lequel on parle loi cadre, recommandation, etc., etc. Donc un lexique grossissant, énorme, gigantesque, qui est coiffé par ce qu'on appelle la primauté du droit européen. Donc on a l'impression que l'Europe, en gros, a le droit de tout, nous n'avons le droit de rien. Et la dernière trouvaille de cet ordre juridique, de ce modèle européen, c'est d'être un état de droit. Ça veut dire que celui qui conteste une directive, une recommandation, une loi cadre, le principe de primauté, le principe de tout ça, se voit immédiatement taxé d'adversaire à l'état de droit, donc globalement à peu de choses près nazifié, ce qui signifie que de toute façon, soit on prend tout, soit on prend rien. C'est ça le génie de l'Europe. C'est tout ou c'est rien. Vous n'avez pas le choix. Le duel s'arrête là et advienne que pourra. Et d'ailleurs, cher Guilain, nous sommes en 2024 et il faut dire qu'il est presque plus chic d'être un antisémite, surtout un antisémite d'extrême gauche, en 2024, dans la France de 2024, et moins grave d'être antisémite que d'être contre les traités européens. Être contre, vouloir déplacer une virgule dans un traité européen, là, c'est vraiment le sommet du nazisme incandescent, on peut dire. Depuis 1992, signature du traité de Maastricht, on nous répète chaque année que tout va de mieux en mieux. Grâce à l'Europe, tout va de mieux en mieux. Nous, depuis 1992, il semble qu'on ait le sentiment un peu inverse, que tout va de pire en pire. Est-ce qu'on marche sur la tête? Est-ce que c'est nous qui sommes fous? Depuis 92, alors, disons que depuis très longtemps, on nous dit que ça va mieux. Depuis les années 60, 70, 80, avec l'Europe, tout ira mieux. Communauté CEE, CK, CE, Union européenne, Constitution européenne, qui a achoppé mais qui est revenue par la fenêtre. On nous dit à chaque fois que l'étape d'après, le bonheur surviendra. Donc, un petit bonheur, un grand bonheur, ça devait être une espèce la Constitution européenne, en gros, 2005, ça va être l'orgasme terminal, la jouissance absolue, les peuples sont réunifiés, nous avons une cause commune, c'est merveilleux. Et il y a un petit côté communiste, d'ailleurs. Pour atteindre le paradis communiste, il faut encore plus de communisme, et tant qu'on n'a pas été assez européen, eh bien, on n'aura pas les bénéfices de l'Europe. Politique du toujours plus, absolument. Alors, pour vous répondre clairement, et c'est à mon avis la démystification qu'il faut opérer, qui est urgente de faire, c'est qu'on marche sur la tête parce que l'Europe a produit exactement les mots qu'elle était censée combattre. Très simple, on reprend les discours des pères fondateurs, on s'aperçoit qu'il y avait à l'époque l'envie de créer, Jean Monnet, Robert Schuman et consorts le disaient, globalement un homme nouveau, une civilisation nouvelle. Il y aurait plus de guerre, la prospérité, une mondialisation heureuse, pour reprendre le terme d'Alain Minck. Donc en gros, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. On s'aperçoit aujourd'hui que la guerre est à nos portes, la paupérisation s'installe, le dumping fait rage depuis longtemps, la concurrence déloyale frappe les agriculteurs, les charges de toutes parts sont augmentées par une espèce de folie de paperasserie à l'européenne. Donc quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, on est abouti au résultat exactement inverse de celui auquel l'Europe devait parvenir. Pourquoi et comment ça s'est fait?
Et comment surtout on en est venu à trouver ça normal? À mon avis, la chose est simple, c'est qu'on a construit de toutes parts, on a somatisé, sans même s'en rendre compte, une idéologie pure et parfaite parce qu'elle était supposée apporter la paix. Une fois que vous dites aux gens, l'Europe c'est la paix, et que vous construisez un modèle depuis les années 50, comment osez-vous remettre en cause un modèle conçu sur le plus beau des idéaux, la paix? 39-45 a été la terminaison ou le trou noir absolu, et on a construit un modèle qui était censé être la réponse à ce trou noir. Résultat des courses, même si tout prend l'eau de toutes parts, plus on avance, plus il en faudrait davantage, parce que de toute façon, vu que c'est la paix, on finira bien par l'accomplir. Mais cette paix-là, à mon avis, c'est là l'élément central, cette paix-là, les Français eux-mêmes sont conscients de l'illusion que c'est. Pourquoi? Dernier sondage en date, l'un des derniers sondages en date, en 2024, avant les élections européennes, sondage qui propose aux Français de classer les items qui disent si oui ou non ils estiment que l'Europe a propulsé ces items au firmament. Il y a le tourisme, le commerce, la finance, la guerre, etc. En gros, est-ce que l'Europe a résolu tous ces problèmes? Ou plutôt proposé des solutions? Et alors les Français, qui ne veulent pas sortir de l'Europe, mais qui sont sceptiques, répondent, et la réponse est extrêmement simple, qu'il y a 2 items dans lesquels l'Europe a fait du bien, c'est la paix et le tourisme. Tous les autres, de l'écologie au commerce, des finances, à tout ce que vous voulez, les 15 autres items, l'éducation, l'énergie, l'agriculture, tout le reste est balayé. Ce qui veut dire que les Français n'aiment pas l'Europe, les Français savent en tout cas, au fond d'eux-mêmes, que l'Europe n'a fait qu'apporter du mal dans tous ces domaines, n'a fait que rajouter des mots aux mots, et malgré tout, en 2024, on est au milieu de tout cela, dans ce fatras de contradictions, en train de se dire, il n'y a pas d'autre choix que d'aimer l'Europe, on doit la force à l'aimer, alors que les Français savent que sur 15 items, il y en a 13 à jeter aux orties parce que l'Europe n'a fait que rajouter du malheur au malheur. Oui, c'est vrai que ça nous a été vendu, l'Europe, comme la bonne échelle pour résoudre des problèmes qui, à l'ère de la mondialisation, sont des problèmes trop gros pour être réglés par les nations. Par exemple, si on veut faire face aux flux migratoires qui sont déclenchés par le changement climatique, par l'explosion démographique de l'Afrique, il faut être à l'échelle de ces défis. Bon, sauf que pour arrêter les flux migratoires, on va organiser finalement l'accélération des flux migratoires. On nous explique aussi que, écoutez, face à la Chine, qui est une usine monde tellement titanesque, il faut bien être plus de 450 millions ensemble pour tenir le choc. Oui, sauf qu'en réalité, c'est pas pour tenir le choc, c'est pour offrir le marché européen, les économies européennes, les entreprises européennes, vous savez, telle la captive dans King Kong, pieds et poings liés, livrée au King Kong commercial chinois. On nous explique que pour faire pièce à l'hégémonie américaine et à la puissance américaine, il faut se mettre ensemble. Oui, mais que fait-on ensemble? On achète de plus en plus de matériel américain et on se met à parler américain et on se met à penser comme les Américains, etc. Donc, dans tous les domaines, en réalité, l'escroquerie de l'Europe, c'est de vous dire, mais on ne peut pas s'en sortir sans l'Europe, mais s'en sortir face à quoi? S'en sortir face à des problèmes qui sont effectivement aggravés par l'Europe, voire parfois créés par l'Europe. Et je pense que la crise agricole, c'est pour ça aussi qu'on a choisi ce titre, était une formidable leçon de choses, on y revient, mais comment n'a-t-on pas pu démystifier l'Europe après ce qui s'est passé? Puisque, prenons l'exemple de l'agriculture, l'Europe nous dit, eh bien écoutez, nous allons réussir à avoir une agriculture verte qui produit moins de CO2, qui est moins polluante, donc on prend des normes extrêmement drastiques, uniques au monde. Deuxièmement, eh bien, on ouvre les marchés européens à tous les vents et à des concurrents agricoles qui sont parfois beaucoup plus gros et surtout qui ne respectent aucune de ces normes. Et troisièmement, on va avoir aussi la possibilité de faire prospérer notre agriculture, parce que sans l'Europe, vous comprenez, on n'est rien. Donc nos agriculteurs, il faut les protéger grâce à l'Europe, grâce à la politique agricole commune que nous donne l'Europe. Le résultat, c'est quoi? Eh bien, on l'a vu dans cette crise, c'est-à-dire que les producteurs agricoles européens sont balayés par la concurrence, qui est offerte, accélérée, aggravée par l'Europe, mais en plus, à l'arrivée, vous aurez plus de pollution, vous aurez des aliments de bien moindre qualité que ceux qui sont produits en Europe, donc les agriculteurs vont disparaître, le prix des produits agricoles va augmenter, et en plus, vous allez
avoir que vos yeux pour pleurer si vous êtes agriculteur. Donc on voit bien en fait que sous couvert d'être la seule solution pour régler des problèmes, l'Europe devient en tant que telle l'éléphant dans la pièce. C'est pas un problème parmi d'autres, c'est le problème qui nous empêche de régler tous nos problèmes. Alors maintenant, comment se fait-il, et c'est une question très grave, qu'on ne voit pas cet éléphant dans la pièce? Il est tellement omniprésent qu'on ne voit pas. Il faut lire le livre pour le comprendre. Mais en réalité, il y a un téléguidage extrêmement habile et subtil. Il y a une façon de se rendre tellement soporifique que personne ne va s'intéresser à vous. C'est évidemment beaucoup plus efficace que mettre des miradors et des barbelés. Ça, si vous faites une dictature avec des mitrailleuses et des barbelés, tout le monde va le voir. Et il y a même des gens qui vont résister. Tandis que si vous faites une dictature des Shadocks ou une dictature du soporifique ou une dictature de l'ennui technocratique et que vous pondez 550 pages de règlements que personne ne va lire, bah, personne ne va s'attaquer à vous parce que vous allez endormir tout le monde, en fait. Quand j'entends le mot Europe, je sors mon oreiller, comme dirait l'autre. Alors, de débat télévisé en débat télévisé, dans le cadre de cette campagne, on nous offre 7 partis, 7 candidats qui développent chacun leurs idées et leurs programmes. Et finalement, au fin fond de ces débats, on s'aperçoit que, au-delà de leurs désaccords, qui peuvent être grands, ils sont tous d'accord pour rester dans l'Union européenne. Finalement, est-ce que l'UE, c'est pas le dernier tabou politique? L'Europe, enfin l'Union européenne, ou j'ai tendance à dire l'Europe parce que tout ça, quel que soit l'acronyme, ça change pas grand-chose à l'affaire. L'Union européenne est devenue le dernier bastion de la pensée unique, le bastion ultime. C'est-à-dire que le fort Chabrol de la pensée unique. Exactement. En sortir relève de l'impossible. Donc, quoi qu'il en soit, quelles que soient les critiques, quelles que soient les discussions, il y a une espèce d'obligation de chérir l'Europe, de protéger l'Europe, d'aimer l'Europe quelque part. Il faut dire aussi tout de même que il s'agit quand même d'un impératif qui est posé depuis que vous avez 3 ans jusqu'à 70. Vous mettez vos gosses à l'école, on leur apprend à l'école, puis au primaire, puis au secondaire, puis à l'université, puis etc., à chaque fois avec Erasmus, etc., que l'Europe c'est merveilleux, et quand bien même vous avez un doute, de toute façon, un manuel d'instruction civique finira bien par vous rappeler que vous n'avez pas d'autre idée et pas d'autre impératif que d'aimer l'Europe. Donc sur les partis, ils ont, à mon sens, somatisé cet impératif parce que tout le monde finalement s'y est fait. C'est un petit peu comme ça que ça tourne. Et finalement, il y a une habitude progressive. Ensuite, je pense que beaucoup plus profondément, sur tous ces partis-là, il y a, je pense aussi, l'incapacité à s'arroger le droit de penser contre. On s'est habitué à penser pour, une espèce de pensée positive du pauvre, du point de vue de l'Europe, c'est-à-dire qu'on aime l'Europe, c'est merveilleux, c'est positive thinking, quelque chose comme ça, et on s'imagine qu'il n'y a pas que tout ce qui viendrait contredire le dogme est négatif, tragique, mauvais, évidemment mauvais pour les sondages, contre la mauvais, prospérité, contre la paix, exactement, etc. Quelque chose qui va contre, et qui fait que contre au la bout, croissance. Exactement, on perd ses électeurs, on perd potentiellement le pays, on perd potentiellement les élections, on perd les sondages, on perd tout. Donc, il faut penser avec. Mais, et je pense que le bouquin le montre bien par quelques analogies et quelques comparaisons, rappelons-nous quand même que si on essaye de penser hors la matrice, ou penser un peu ces élections globalement, rappelons quand même qu'à cette aune-là, lorsque le général de Gaulle, en juin 40, décide d'être le fer de lance de la résistance, il part là-bas, on l'oublie un peu parce qu'aujourd'hui on l'a muséifié, mais c'était le fou furieux, parti envers et contre tout, considérait que le système était illégitime pour ne pas dire illégal, et qu'il lui fallait assumer, je veux dire, la charge de la France. Ce qui veut dire qu'il s'en est foutu complètement de penser correctement à l'intérieur du système. Je ne suis pas en train de dire que l'Europe, c'est la même chose que le régime nazi, naturellement. Il n'empêche que assumer cette position d'être contre le système, d'assumer que la direction et la résistance soient hors de la matrice, ça signifie de se sortir l'Europe de la tête. Et ça, c'est certainement le plus difficile, c'est de sortir de la propagande pour commencer à penser à l'endroit. Il faut déjà démystifier la propagande, démystifier le contre-récit qui nous a été vendu depuis les années 50 pour recommencer à penser à l'endroit. Oui, la meilleure preuve qu'on est enfermé dans une impasse, et vous le comprendrez si vous lisez le livre, c'est qu'on ne peut pas penser, et les adversaires les plus résolus de l'Europe tombent dans ce panneau, on ne peut pas penser sortir de l'Europe sans respecter les règles de l'Europe. Mais est-ce que vous imaginez 5 minutes que quand les gens de la résistance ont quitté le régime de Vichy qui était illégal, ils ont respecté les règles scrupuleusement, les règles du régime de Vichy pour sortir du régime de Vichy? Non, ils ont dit que le régime de Vichy était illégal, nul et non avenu, et donc ils l'ont traité comme tel et ils ont renoué avec la République. Je pense que c'est ça, au fond, de l'affaire. En effet, les opposants et les adversaires de l'Europe se condamnent
se mettre tout seul au coin, en quelque sorte, parce qu'ils reconnaissent la toute-puissance de leur adversaire, puisqu'ils pensent dans la tête de leur adversaire. Si vous restez dans un repère orthonormé, dans une boîte, et que la boîte ne produit que des erreurs et que des problèmes, vous n'allez pas trouver la solution du problème en faisant plus de la même chose. D'ailleurs, c'est la définition qu'Einstein donne de la folie. Si vous voulez faire toujours plus de la même chose et puis attendre des résultats différents, c'est que vous n'êtes pas loin d'être bon à enfermer dans un asile psychiatrique. Et c'est exactement ça, l'offre politique aujourd'hui. On s'attend à ce que, sans sortir du cadre, sans sortir des repères, on arrive à avoir d'autres solutions et d'autres résultats. Non, il faut repenser précisément le cadre et les repères. Et ce qui est très étonnant, c'est que vous vous apercevrez qu'en faisant cet effort, eh bien, vous ne sortez pas de la légalité, vous ne sortez pas de la démocratie, vous ne sortez pas des droits de l'homme, vous ne sortez même pas de la réalité. Vous renouez avec la réalité, la véritable pesanteur des choses, ce qu'elles sont réellement, et surtout, vous vous rendez compte que les droits de l'homme, la démocratie, la justice, la croissance, l'investissement, les technologies du futur, tout ça se situe forcément hors de cette EHPAD de l'histoire et de cette maison de dingue qui s'appelle l'Union européenne.